C'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue aujourd'hui à ce premier webinaire de la série pour la semaine d'action de la campagne Marathon d'écriture, écrire sa BUR. Donc, cette campagne, c'est quoi? C'est une grande campagne mondiale annuelle de solidarité où on propose au public et on vous propose d'écrire et de faire écrire autour de vous des messages de soutien à des personnes dont les droits humains sont violés à travers le monde, qui sont en prison pour avoir exprimé leur opinion. Donc, on est vraiment très, très content de vous accueillir aujourd'hui pour une heure. Et mon nom, c'est Perrine Curé. Je suis la responsable de la mobilisation jeunesse et éducation aux droits humains chez Amnesty International Canada francophone. Et je vais être votre animatrice aujourd'hui pour ce premier webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire quelques points de détails techniques afin de s'assurer que le déroulement se passe correctement. Donc, Camille, s'il te plaît. Ouais. Alors, vos micros sont désactivés automatiquement pour permettre d'avoir une meilleure, d'entendre correctement les intervenantes et les intervenants et qu'il n'y ait pas d'écho. Donc, s'il vous plaît, gardez-le désactivé pendant toute la durée de ce webinaire, sauf quand vous voudrez prendre la parole, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de converser par écrit dans un chat. Donc, en bas de votre écran, vous avez une barre avec plusieurs options, dont un qui, pour la version française, est écrit « Converser » et un, si vous avez la version anglaise, ça va être écrit « Chat » tout simplement. Vous pouvez également poser vos questions à tout moment via une option de Q&A, de questions et de réponses, que vous avez toujours pareil en bas de votre écran. Et de toute façon, après chaque intervention, nous allons avoir une période de questions et réponses. Donc, vous allez pouvoir soit poser vos questions directement à l'oral en levant la main. Vous avez une petite icône à côté de votre nom qui vous permet de prendre la parole en levant la main, soit, bien évidemment, encore une fois, en écrivant dans le Q&A. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter… Ah oui, excusez-moi. Il y a également un service de traduction simultanée. Donc, nous avons un traducteur qui est Joseph. Merci beaucoup, Joseph, d'être là parmi nous aujourd'hui. Et donc, vous avez dans votre barre d'écran la possibilité de suivre l'interprétation. Donc, vous avez un icône avec écrit interprétation, translation, avec la petite planète. Et donc, comme ça va être de l'anglais vers le français, veuillez sélectionner le canal français. Comme ça, vous allez pouvoir avoir la traduction en français. Et je pense que pour les détails techniques, c'est tout. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours écrire à Camille dans le chat. Et elle se fera un plaisir de vous aider si vous avez quelques difficultés pour prendre la parole ou pour utiliser les différentes options de la plateforme. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Aujourd'hui, on voulait vous présenter et vous proposer d'écrire à deux personnes, vous présenter les histoires de Nassima Al-Sada en Arabie Saoudite et de Germain Rukuki au Burundi, qui sont deux personnes, deux défenseurs des droits humains, qui aujourd'hui sont en prison pour juste avoir en fait exercé leur liberté d'expression et avoir exercé leur militantisme en faveur des droits humains dans leur pays respectifs. Donc, tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir écrire en direct sur notre site internet à Nassima et à Germain. Camille va vous partager les liens dans le chat pour que vous puissiez écrire pendant le webinaire. Et bien évidemment, nous vous invitons à partager massivement sur vos médias sociaux et inviter vos proches, vos familles, vos amis, vos collègues de travail à écrire des messages de soutien à Nassima et à Germain dans le cadre de la campagne. Nous allons commencer avec un premier invité. Nous sommes vraiment super chanceux et chanceuses et très, très, très contents d'accueillir Hachem Hachem. Alors, Hachem est responsable des campagnes sur l'Arabie Saoudite chez Amnesty International. Donc, il va venir vous parler de la situation de Nassima et de la situation des droits humains en Arabie Saoudite. Mais avant de lui laisser la parole, nous avons deux petites vidéos récapitulatives de la situation de Nassima que Camille va vous présenter. On n'a pas le son, c'est ça?
Malheureusement, j'ai un petit problème technique, alors on va faire sans son aujourd'hui. In an act of police violence. In an act of police. Voilà. Je m'excuse, la deuxième vidéo n'a pas fonctionné, mais on a eu la première, au moins. Oh ben, ça arrive parfois, petit problème technique, pas de son, mais de toute façon, ce n'est pas tellement un problème parce qu'on a Hachem qui est là pour tout vous dire sur le cas de Nassima et sur la situation des droits humains en Arabie Saoudite. Hachem, merci beaucoup d'être parmi nous et je vous laisse la parole. Thank you, Perrine, and hi everyone. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup. Merci, Camille, de m'avoir invité. Merci de la traduction aussi à l'interprète aussi. Comme Perrine vient de nous dire, moi, j'ai Hachem. Je suis à Beyrouth et depuis 4 ans, je travaille avec Amnesty International comme directeur de campagne ou responsable de campagne en Arabie Saoudite, précisément les femmes, des militantes défendrices des droits des femmes et qui sont détenues souvent. Je ne sais pas combien de temps ou combien de participants qui a. Moi, je commence à avoir une histoire personnelle. Moi-même, personnellement, moi, je suis libanais, d'origine né à Beyrouth et Arabie Saoudite. C'est le pays le plus puissant de la région. Et surtout, moi, j'ai grandi avec l'idée de l'Arabie Saoudite. C'était le royaume fermé, tout à fait, avec grande puissance. En fait, avec sage aussi, un certain état dirigé par des personnes sages, les rois, les princes. Il y avait, en fait, rien n'était imprévisible. On savait exactement à quoi s'attendre de ce royaume. C'est comme dire de ce qu'on parle dans les Africains. On ne peut même pas parler de politique dans ce pays parce que c'est. Donc, les droits de la personne, on n'en parle pas. C'était un pays où on va pour gagner de l'argent, quoi. En fait, ou faire le pèlerinage pour les religieux, les gens qui sont religieux. Mais on ne parle pas de l'art, de la culture, du militantisme. Ce n'était pas la place pour le faire. C'était vraiment un endroit fermé. Et ça s'est poursuivi en 2015, même peut-être un peu avant 2015. Le roi Abdullah est décédé et le nouveau roi a pris les pouvoirs en 2015. Mohammed Ben Salman, prince très célèbre, avec qui est dauphin, il était dauphin, et puis il est devenu il a pris le pouvoir avec beaucoup d'éclat, parce que c'est une tête chaude, donc il y avait beaucoup d'éclat, avec son arrivée au pouvoir quand le dauphin a pris le pouvoir. Donc, 2015, il a consolidé son pouvoir et son image. Et son image vient souvent de sa vision 2030. Il a travaillé déjà pour essayer de changer, transformer l'Arabie Saoudite. Il voulait être le réformateur. En fait, le prince qui allait changer l'image. Et comme l'Arabie Saoudite l'a annoncé, à la fin 2016, qu'il va y avoir des changements. Et c'était la diversification. Après, il voyait comme diversifier l'économie, surtout parce que vous savez, c'est toujours le pétrole. En fait, une ressource unique. Et puis, donc, compte tenu de la situation économique avec le pétrole, et les réserves vont s'épuiser éventuellement, c'est sûr. Donc, c'est le principe de logique qui décide de vision de 2030. Comment diversifier l'économie avant l'an 2030. Et puis, en fait, les premiers impôts, il y a un système fiscal, la première fois que les Saoudiens ont été imposés. Donc, il a commencé à nationaliser, donc il a commencé à demander aux Saoudiens de se mettre à la proie, autrement qu'ils étaient occupés par les étrangers.
Et on voyait quand même, en fait, beaucoup de nationalisme en même temps. Que les Saoudiens étaient, en fait, le royaume le plus puissant, la grandeur du royaume. Avec le prince et les nationalistes se sont unis sur un agenda. Ils ont vu la montée. Le féminisme d'État. Le féminisme d'État. On utilise l'agenda féminisme pour des gains politiques, pour donner l'image plus moderne du royaume. En partie, c'est d'ouvrir les frontières, d'ouvrir la société aux étrangers, trouver des placements, des investissements, afin que les gens soient attirés, que les gens veulent visiter, veulent investir. Mais c'est en fait se blanchir l'image, en quelque sorte, où les pays occidentaux, en fait, accepteraient, en fait, la nouvelle réalité pour assurer, en fait, la place mondiale de l'Arabie saoudite. Il est très ambitieux pour assurer une place mondiale au royaume. Donc, il y avait un genre de libéralisation, entre guillemets. Vous avez entendu, il y avait un scandale. Quand les femmes ont le droit de prendre le volant maintenant, ils avaient le droit de prendre le volant derrière, dans la voiture. Mais quand même. Mais les femmes, Nassima Qualification, qui avait travaillé pendant des années sur les campagnes féministes, à ce droit des femmes, qui a toujours réclamé les réformes de la loi. En fait, il travaille contre l'interdiction de conduite automobile. Les femmes ont vu, en fait, deuxième classe qui ont besoin de protection de l'État, ou par le père, ou par le fils, ou par la mère. Elle travaille avec Eugène, Nassim et Eugène, des femmes que je connais. On a vu les réformes, en fait, ont été prononcées. Alors, pourquoi les militantes ont vu, en fait, une répression? Elles ont été détenues. Pourquoi? Torture, il y avait la torture. Je vais parler de Nassima plus tard, tantôt. Non seulement ces femmes ont commencé à constater des journalistes, des écrivains, aussi qui faisaient l'objet de répression, des avocats, les militants, tous ceux qui, les religieux, même les religieux, tous ceux qui s'opposaient au régime. MBS, on appelle le prince, Mohammed Ben Salah. Ces personnes étaient toujours considérées comme une menace à la sécurité nationale. Donc, ils étaient accusés. En fait, il y avait aussi donc, ils n'aimaient pas les idées occidentales, ils n'aimaient pas la pénétration de la pensée occidentale parce qu'ils disaient qu'il y avait un risque de destruction. Donc, il y avait la répression des militants. Donc, c'est une campagne. Et en 2018, au mois de mai, voilà ce qui est arrivé. Eugène Haboul, un féministe Eugénie, je crois son nom, a été détenu. Eugène, c'est une des femmes, en fait, de contester l'interdiction de conduite automobile. En fait, elle a fait tourner une vidéo, elle, derrière le volant. Ensuite, donc en 2018, au mois de mai, elle était détenue. Au mois de juillet, c'était le tour de Nassima. Elle est militante aussi pour les droits des femmes. Elle vient d'une province de l'Est. Est-ce que vous connaissez la province de l'Est? C'est une province minorité chiite, donc c'est tout à fait contre les sunnis. Il y avait beaucoup de militantes qui ont été exécutées parce qu'ils étaient des chiites. Ils ont été tués parce qu'ils sont allés aux funérailles d'un contestataire. Alors, c'était vraiment, vraiment horrible. Nassima vient de cette province. Elle travaille des décennies sur les questions de justice et droit pour les minorités chiites en plus, et plus précisément sur les droits des femmes. Elle s'exprimait à voix là-dessus, en fait. Liberté de la parole, par exemple, les réformes politiques, même essayer de se présenter en fait, aux élections pour devenir un ministère dans la province. Mais ça peut être approuvé. C'est sûr qu'elle a été approuvée de briller un poste dans le gouvernement. Le même gouvernement qui dit qu'ils vont introduire les réformes, toutes sortes de réformes. Donc, au mois de juillet 2018, son arrestation, elle est détenue sans accusation, jusqu'en juin 2019. Première partie du procès, première accusation.
Il y a eu 3 séances, 3 audiences jusqu'à présent. Le dernier, c'est le 25 novembre, ce mois-ci. Donc, 3 audiences, mais rien ne se passe à chaque audience. Donc, c'est tout simplement pour temporiser, toujours avec les mêmes accusations, même discussions. Et au cours de l'année, elle n'a pas eu accès à son avocat, elle n'a pas se préparer une défense pleine et entière. Elle n'a pas de contact avec ses familles, ses proches. Donc, il y a des mois avant qu'elle peut entrer en contact avec sa famille. Et également, elle était en confinement solitaire de février 2020. Donc, pendant une année jusqu'au février 2019, elle avait été en confinement. Donc, il y avait l'abus psychologique, la torture, l'épuisement, tout ce que la pression psychologique horrible. Nous avons appris de sa famille qu'elle demande une volonté très forte. Elle est très convaincue, elle continue à s'exprimer. Même quand vous allez me libérer, je vais revenir à la charge. En fait, je ne renonce pas, je ne lâche pas. Nassimi, c'est une personne extraordinaire et très douce. Elle adore les plantes, elle adore son jardin. Elle aime beaucoup la vie. Elle aime beaucoup ce qui est vivant, ce que j'apprends de sa famille quand je suis en contact avec sa famille. Voilà Nassima. Les accusations, comme j'ai déjà dit, elle a été accusée. Menace à la sécurité nationale, contestation des traditions et des coutumes traditionnelles. Tout en public, HBS, Mohamed MBS, prétend être le réformateur, le grand réformateur. Et dernièrement, récemment, même depuis le mois dernier, mois de novembre, l'Arabie réussit à eu le sommet G20. Mais première chose, c'est le droit des femmes, première chose à l'ordre du jour. Et c'est vraiment ridicule pour... En fait, c'est sûr qu'on devait... Quelle contradiction, comment on parle de la responsabilisation des femmes et de leurs droits. Quand vous avez des femmes en détention et prétendre qu'on a fait des changements mineurs, bien sûr. Voilà la situation, grosso modo. Et depuis la détention, nous, chez Amnesty, on est en campagne pour libération immédiate, tout de suite, parce qu'elles sont des militantes paisibles, en fait, qui respectent l'appel. Nous avons d'autres organismes partenaires. Et puis, il y a beaucoup de sensibilisation internationale au sujet de cette injustice. Et cette campagne, comme Perrine nous l'a dit, ça fait partie d'une campagne internationale plus large, en fait, où on vient à la défense des militants, parce qu'on demande quand même que toutes les accusations soient retirées, complètement retirées, parce que lorsqu'ils seront libérés, parce qu'ils vont être sous surveillance, interdiction de déplacement. Donc, il y a toujours de limites. Nous, on demande que tout soit retiré. On demande également, en fait, le retrait complet de l'accusation pour que ces femmes reviennent à leurs activités qui sont très en demande, qui sont très nécessaires. Alors, je ne voudrais pas abuser parce que j'ai hâte d'entendre vos questions. Est-ce que vous avez à dire, ce que vous avez à apporter à la discussion? Mais je peux vous donner d'autres informations au besoin, si vous avez. Merci beaucoup Hachem pour cet état des lieux, ce petit portrait de la situation en Arabie Saoudite et sur la situation de Nassima et d'autres femmes emprisonnées en Arabie Saoudite en ce moment. Donc, effectivement, nous allons pouvoir passer à une période de questions. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas... on aimerait ça avoir des heures avec vous, Hachem, mais je sais que ce n'est pas possible. Donc, on va avoir un temps quand même assez restreint pour les questions. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, comme je l'ai mentionné au début du webinaire, de lever la main si vous voulez vous exprimer directement à l'oral. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir vos micros. Et puis, sinon, vous pouvez aussi poser vos questions dans le questions et réponses qui est en bas de votre écran. Et donc, on va pouvoir, et s'il vous plaît, essayer de faire des interventions qui vont être courtes et concises pour faciliter la traduction, mais également pour permettre à un maximum de personnes
de pouvoir poser ces questions. Donc, bah, écoutez, si quelqu'un veut s'exprimer, quelqu'un veut se lancer dans la bataille, je vous laisse la parole. Ah, alors, nous avons une question dans le questions et réponses. Est-ce qu'on a, HM, est-ce que nous avons plus de détails sur les conditions de détention, plus particulièrement? Vous avez parlé d'isolement dans votre présentation, qui a été mise en isolement, mais quelles sont ces conditions de détention? Sure. Should I go with them question by question, or maybe wait for a list, or just go ahead? Voulez-vous que attends les autres questions ou voulez-vous que je réponde à chaque question à tour de rôle? Bah, c'est des questions sur des sujets un peu différents, mais c'est comme vous préférez. Si vous préférez, je vous pose plusieurs questions. Dites-le moi. It's fine. Maybe I go ahead with this one. Ben, je vais répondre à cette première question. Les conditions de détention, là. Comme je l'ai déjà dit, c'est le solitaire, c'est le confinement solitaire, détention en solitaire. Ça, c'est assez régulier. Torture, on ne sait pas. On n'a pas d'informations. Elle avait dit qu'elle était torturée, harcèlement sexuel, menaces, c'est sûr, menaces qui font peur, ça fait peur. Et puis, un des bourreaux, il dit, je t'appelle, je t'amène, je te jette dans la rue. On a présenté une offre qu'elle pourrait libérer à condition de se taire et ne rien dire de la condition de détention. Elle a refusé ces conditions de libération parce qu'elle veut la responsabilité, elle veut que les personnes soient imputables. Les femmes, comme Nassima, n'ont pas l'accès à leur famille, à leurs avocats. Et ça, c'est un droit humain fondamental. En fait, droit de défense, droit de préparer une défense. Donc, souvent, c'est les femmes et leurs proches, ils apprennent un jour à l'avance que le procès se demande. Donc, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de défense. Bon nombre. J'aimerais parler aussi d'autres dossiers aussi, pour vous donner une idée des dossiers que nous avons encore. Dans d'autres dossiers, les chiites, en fait, les minorités, exécution sommaire, les confessions forcées, en fait des confessions sous torture, hein, des crimes qui n'ont jamais été commis. Donc, il n'y a pas d'accès aux avocats. Donc, même avant le procès, on ne voit pas. On n'a pas d'accès aux documents de cours qui sont dans le dossier. La torture pour donner une confession qui soit tournée contre la personne. Et certaines de ces personnes ont été détenues quand ils étaient mineurs, 12 ans, un personnage de 12 ans, 15 ans. Nous avons observé un changement cette année sur la peine de mort. Peine capitale, il y avait mise en suspens des sentences qui sont des personnes qui ont arrêté à l'âge mineur. Donc, c'est un petit report, c'est-à-dire qu'il y a une suspension de peine capitale prononcée contre les mineurs. C'est une toute petite avance. Voilà les conditions générales de détention que nous connaissons. Nous savons aussi l'accès médical aux soins médicaux, c'est très limité, sinon il y a un non existant. Ou ça peut être utilisé pour faire pression. Il y a une personne qui fait la grève de faim, tous les 2 heures, le gardien vient dans la cellule, le réveil, il veut le vérifier et si elle va bien. L'idée de le priver du sommeil, c'est sûr, parce que des fois, c'est un sommeil pendant une grève de faim, c'est presque impossible. Enfin, c'est pour briser la force de caractère. Parce que là, le cerveau ne fonctionne plus. Donc, c'est par cette privation de sommeil. Donc, on cherche à le briser, l'obliger de mettre fin à la grève de faim. Et donc, ça c'est l'épuisement psychologique. Voilà, en résumé, ce qu'on sait des conditions de détention. Une question qui est liée. Est-ce qu'elle pourrait être passible de la peine de mort?
Jusqu'à maintenant, non. Donc, il n'y a pas de peine de mort qui a été. Il y avait eu trois audiences, mais rien n'a été fait, rien n'a été confirmé. Non. Les audiences, c'est des audiences où des juges interpellent, ils résument les accusations, les chefs d'accusation. Mais on n'a pas vu les documents. Merci. Donc, on a une autre question par écrit, à savoir comment cette situation de la détention de Nassima et d'autres femmes, et puis on pourrait aussi dire plus largement d'autres défenseurs des droits humains en Arabie Saoudite, comment est-ce perçu par la population saoudienne? Est-ce qu'il y a des femmes ou des hommes qui s'expriment quand même pour contester ces pratiques? Mm-hmm. I can't say much about that. Je ne peux pas dire moi-même parce que on n'a pas accès au pays. On fait ce que la population pense. Il n'y a pas de médias indépendants. Les seuls médias qui sortent, c'est les médias d'État, bien sûr. Donc, il y a une censure très élevée de la population. Ils sont actifs sur Twitter, peut-être la population plus importante présente sur Twitter, les Saoudiens. Donc, on voit des bribes d'informations de temps en temps. Mais ce n'est pas clair pour nous, parce qu'il y a une arme numérique digitale qui est engagée par le gouvernement pour surveiller, faire de surveillance. En fait, ensuite aussi, comme des trolls, pour envoyer le message du gouvernement. Donc, les commentaires sont très semblables. C'est difficile de dire lequel est lequel, mais souvent, on reconnaît que c'est préparé par le gouvernement. Et il dit que les femmes sont agents de pays occidentaux, ces personnes sont une menace pour la sécurité nationale. C'est le même discours, donc ça répète le discours gouvernemental. Et on a porté atteinte à la réputation. Le gouvernement attaque ces femmes, c'est-à-dire les médias de l'État ont attaqué ces femmes comme État. Et jusqu'à présent, chaque fois qu'on lance une campagne rationnelle comme la présente, on commence à voir, en fait, le gouvernement qui revient en force contre les vérifications, accusations sur des femmes qui sont... donc, c'est difficile de faire la part des choses que la population réelle pense. Mais savons que beaucoup de Saoudiennes en exil soutiennent les femmes. En exil. Elles sont militantes en exil. Elles sont en exil souvent à cause de la violence et à cause de cette... manque de liberté de droit. Khashoggi, il t'amène à l'extérieur du pays. Il a réussi. On est arrivé à l'orchestrer son destin. Ces personnes soutiennent qui sont à l'extérieur. Donc, il y a une communauté active à l'extérieur. Mais donc, c'est sûr qu'il y a contre ces personnes qui parlent contre la vision 2030. Ils font un lire. C'est ça, ça vaut la peine d'aller voir cette communauté. Ça vous donne, en fait, le travail de ces militantes à l'extérieur font pendant des heures très sombres pour l'Arabie Saoudite. OK, merci. Vous avez mentionné que une des raisons pour lesquelles Nassima était en prison aujourd'hui était notamment parce qu'elle demandait à ce que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite. Maintenant que les femmes sont autorisées à conduire, pourquoi Nassima et ses collègues ne sont pas libérés? That's exactly our question. C'est notre question, on pose la même question exactement. Les femmes, en 2018, ont été détenues. L'interdiction de la conduite, c'était au mois de juin 2018, un mois après. Donc, parce qu'on veut que ces femmes soient libérées, célébrées comme ça. Elle qui avait causé le changement, il faut que lui soit encensé comme l'auteur du changement. Donc, voilà. Moi, je dis à mon équipe, peut-être il faut tout simplement faire un test faire un test de conduite pour ces femmes-là. On peut peut-être aller... C'était surréel. C'est exactement la question. On pose la question de notre compréhension. C'est pas une question de conduite. C'est une question de bannir et de châtier ces femmes. Parce qu'on punit toujours les militantes qui veulent changer trop vite les choses.
Merci. Alors, j'ai une personne qui avait levé la main pour intervenir à l'oral. Monsieur Bernard Côté, vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question. Oui, il faut bien comprendre que si les femmes ont obtenu le droit de conduire, ce n'est pas parce qu'on reconnaît la dignité des femmes, mais c'est parce que ça soulage les maris qui ne seront pas obligés de voyager leurs femmes pour ceci et pour cela. Alors, c'est encore centralisé sur les hommes au détriment des femmes. Je le regrette, mais il faut, je pense, préciser cette chose-là et non pas accorder un grand mérite à celui qui leur a accordé leur permis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Côté, pour votre intervention. Hachem, est-ce que vous avez une réponse d'explication à donner pour discuter sur ce que vient de mentionner Monsieur Côté? I couldn't. I'm sorry, Joseph. I will need you to repeat because there's some parasite on the line, so I couldn't really hear you. Ah bon. It's still very noisy, but maybe try. Monsieur Côté, voulez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question et après ça, couper votre micro parce que ça fait des interférences avec la traduction. Yes, it's getting worse actually. Farine, can you maybe tell me what the question was? Because with Joseph, the noise is very high. Oh. Monsieur Côté, voulez-vous répéter votre intervention ou vous voulez que je le fasse? Eh bien, je dis qu'il faudrait bien comprendre que la permission accordée aux femmes de conduire leur auto n'a pas été parce qu'on reconnaît enfin une certaine dignité à la femme, mais parce que ça soulage les maris et les pères qui n'ont plus à voyager la femme. Alors, avant de donner des mérites au grand chef que j'appelle de l'Arabie saoudite de cette intervention-là, c'est encore pour protéger les hommes et bien sûr au détriment des femmes. Voilà. Merci, Monsieur Côté. Hachem, est-ce que vous voulez répondre à ça? I couldn't hear the Yes. Okay, that's great, Joseph. Yes, I can hear you now. Okay. Peut-être que Perrine peut répéter ma question ou mon observation, voir qu'est-ce qu'il en pense. Alors, c'est ça, Hachem, Monsieur Côté mentionnait juste que l'autorisation de conduire pour les femmes en Arabie Saoudite n'était pas le résultat d'un accord et d'une volonté de la part du gouvernement de donner plus de dignité aux femmes, mais que ça permettait en fait de décharger les hommes d'avoir à les conduire à droite et à gauche. Est-ce que c'est à peu près ça, Monsieur Côté, ce que vous avez dit? Je pense que c'est bien résumé. Très juste, exactement. Hachem, si vous voulez répondre à ça. All I'm hearing is that women are driving so that the Saudi men don't have to drive them around. Pas besoin de conduire that way. Joseph, you're cutting again. I'm very sorry. Yes, I'm sorry. Yeah, okay. I'm sorry. Oui, c'est ça. Okay, yes. I mean, I think, I think for us, it's not about the men. It's basically about the women having the basic right of driving around. And What? this is about also controlling women's movement because it's not only about Just to pull up that the design. women were not allowed to travel without their Men, fathers and male guardians' they possibly permission. was They were not allowed to work. Or even women who are without the permission of the male guardians, even women who are survivors of domestic violence are taken to state-run shelters, and then they are not allowed to leave those shelters unless a male guardian comes and claims the woman and says, you know, she's my wife, I want to take her home. And in this sense, there's a complete, basically, complicity between the state and the patriarchal society to keep women stuck in, you know, in this cycle of their movement being controlled and monitored all the time. So that's all I have to say about this. But yeah, I don't have access to Saudi men. On n'a pas la tête. On s'excuse beaucoup, on a eu un petit souci de traduction. Je ne sais pas si...
Je vais juste intervenir, Joseph, si tu peux quitter la réunion puis revenir, parce que la connexion est très mauvaise. On ne t'entend pas, juste quitte la réunion puis reviens, comme ça tu vas pouvoir recommencer la traduction. Merci. Alors, Hashem, just to let you know, the translator has to just disconnect for a couple of minutes and come back because of his connection is bad. So we couldn't hear properly what he was saying in French, and I can't translate because I couldn't hear properly at all. So what I'm proposing to you is like, go ahead and I'm going to ask you another question in English, and then I'm going to try to translate at the same time, okay? Yes, sure. Cool. So the question is like, if we are talking about like the international community, like countries like United States, Canada, European Union, what can they do? The international pressure on Saudi Arabia seems not to work. Sorry, just do that in French. Yes. Donc, je posais la question qui était posée dans le questions et réponses, à savoir sur la pression internationale sur des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne qui sont quand même en relation avec l'Arabie Saoudite et dont il semblerait que les pressions ne marchent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? You can go, Hashem. I will start and I will try to be slow, Perrine, but if you want me to stop so that you can translate, let me know. So basically, there's a lot that the international community can do, specifically on Saudi Arabia, because they are very sensitive to their public image and to international pressure. Perrine, stop me when you want to talk, okay? So that it doesn't get much. So basically, in the case specifically of Saudi Arabia, we have seen, for instance, last year, the death penalty. There was this guy, Murtaja Krairis, who was a minor when he was detained, and he was, the verdict was he was sentenced to death penalty. But then there was this huge international campaign that we launched, and that got a lot of international interest. And so actually the death penalty was cancelled for him. And this is one example of what happens when people come together and apply pressure to the Saudi government. Perrine, do you want to translate this part before I go on? Oui, merci. Puis j'ai vu que Joseph était revenu aussi. Camille va vérifier avec lui si tout marche. Mais en fait, ce que Hachem disait, c'est que non, au contraire, la communauté internationale semblait quand même être assez sensible et assez aux pressions de la communauté internationale parce que on le sait, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme ben des pays, n'aiment pas être mis de l'avant sur la scène internationale quand il s'agit de violations de droits humains. C'est mauvais pour leur image. Et il donnait un exemple d'un monsieur qui était d'un défenseur des droits qui a été emprisonné et condamné à la peine de mort. Et grâce à la pression internationale, il y a une grande campagne qui a été menée et cette personne a évité la peine de mort. Donc la pression internationale marche. Mais je voudrais pousser la question un tout petit peu plus loin là-dessus, à savoir, OK, ça peut marcher dans un cas, mais pourquoi ça ne marche pas de manière assez structurelle? Donc, Hicham, I'm going to translate. You were talking about this specific case about death penalty and the international pressure on that specific case and some other also. But yes, it's specific cases. What can we do? Why it doesn't work when we are talking about like systemic human rights violation or like a structural problem? I think that structural problems anywhere in the world take time to work. I mean, even in the United States, when we saw. Même aux États-Unis, on voit tout le monde, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec Black Lives Matter. Et c'est notre exemple d'apporter un changement. Il y a beaucoup de choses à changer pour changer la justice, pour changer les structures. Même chose en Arabie Saoudite. Mais sachez, votre voix compte, votre voix compte, parce qu'on voit que la peine de mort est examinée. En fait, on voit qu'il y a une détention l'année dernière pour une chanson rap, un shop rap, elle. Mais on a mené une campagne qui est libérée 2 jours après parce qu'elle avait tout simplement chanté. L'Arabie Saoudite a également mis un comité des droits de la personne, comité international. Première fois qu'ils ont établi un comité, ils reconnaissent que les droits humains existent, même dans leur pays.
Donc, il y a beaucoup d'exemples. Même après le sommet G20, il y a l'exemple de femmes. Il y avait, comme j'ai déjà dit, le 25 novembre, 2 ou 3 jours après notre campagne, et beaucoup d'autres campagnes, non seulement. Ce qui est important, ils ont monté la pression, ils ont décidé qu'il fallait. On a vu aussi le côté négatif de l'impact avec Trump, qui a toujours conseillé Mohamed, le roi de l'Arabie Saoudite, quand tout le monde, en fait, demande la reddition des comptes, demande que le président ou le roi réponde, sauf Trump. Donc, la pression internationale, comme je l'ai déjà dit, parce que le pays veut les investissements. Donc, il y a beaucoup d'effets leviers. En fait, la communauté internationale peut réagir. Et si toute la communauté internationale dit au pays, l'Arabie Saoudite, il faut libérer ces femmes. Autrement dit, on ne donnera pas un sou, on ne va pas investir dans votre économie. Et là, ça va changer à ce moment-là. Merci beaucoup, Hachem. J'ai une autre question qui va faire le lien avec ce dont vous parliez quand on parlait du Comité des droits de l'homme des Nations Unies où l'Arabie Saoudite participe en ce moment. Mais avant ça, je veux juste faire une petite parenthèse. On devait avoir une deuxième conférencière, une défenseur des droits humains au Burundi, qui est exilée au Canada. Malheureusement, elle a eu une urgence de dernière minute. Elle ne pourra pas se présenter aujourd'hui. Mais Hachem va rester un peu plus longtemps avec nous si jamais vous avez d'autres questions à lui poser. Puis on pourra prendre quand même un petit 5 minutes au moins pour que je vous présente le cas de Germain, même si vous avez déjà eu accès peut-être en ligne à son cas. Donc, la traduction est revenue aussi. Donc, mettez-vous sur le canal français pour pouvoir avoir la traduction. Puis, la question qui était une question dans le chat concernait le G7, puisque les États du G7 se sont réunis en Arabie Saoudite. Donc, il y a un peu une espèce on a l'impression qu'il y a comme une contradiction ou un aveu de désintérêt pour les droits humains. Et c'était la question qui était posée. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Puis vous le mentionnez aussi un peu avec le Comité des droits de l'homme, que la communauté internationale se présente en Arabie Saoudite pour le G7, etc. Ma question. OK, I'm done. Ça y est, j'ai fini. Bon, très bien, on va passer à la question suivante. Je pense que vous avez très, très bien répondu à ma place, alors. OK, c'est bon. C'était un peu une question avec justement qui donnait un peu des éléments de réponse de la part d'une participante. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments, nous expliquer peut-être un peu plus la structure de la tutelle masculine? Parce que les femmes ne peuvent pas conduire, mais elles ont aussi un statut. Les femmes peuvent aujourd'hui conduire, mais elles ont quand même encore un statut de mineur. Was that a question for me? Because I didn't understand French. Oui, c'était. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment fonctionne le système de la tutelle masculine aux États-Unis, en Arabie Saoudite? OK. I'm happy to take more questions. Oui, je peux répondre à ça. Il cherche maintenant dans le chat les questions dans le chat. Pour d'autres questions, moi j'en avais plus en lien avec la situation de la Covid aussi. Sachant que on l'a vu, Amnesty a beaucoup milité dans les derniers mois pour justement la situation des prisonnières d'opinion en temps de crise sanitaire. Est-ce que Nassima ou des autres femmes ou les autres prisonnières d'opinion en Arabie Saoudite sont à risque de tomber malades? Mm-hmm. That was the question. I think I understood that one. Yeah. Oui. Okay, so basically, oui. COVID-19, c'est sûr, c'est inquiétant. Partout dans les prisons, partout dans le monde. Surtout là,
où les gens sont pris ensemble. Ce que nous avons entendu du gouvernement, ils prennent des précautions. On ne sait pas quelles sont les précautions. On ne sait que, en fait, ce sont des lieux à risque. Et des fois, on entend, elles sont préoccupées par la situation COVID, surtout les femmes. Après des années de stress, de malnutrition, ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc, l'immunité est affaiblie. C'est une atteinte, en fait, aux soins. Donc, c'est un risque accru. C'est sûr, on a lancé des appels pour demander quelles sont les précautions que vous prenez. Au moins que les femmes et les militantes qui sont détenues sans être accusées à cause des... Ils disent quelque chose que nous n'avons pas vu de réponse parce que le nouvel gouvernement voit toutes ces questions comme étant des questions de souveraineté. Souveraineté, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est à nous. Donc, on n'a pas vraiment eu les réponses. Nous avons partagé quand même les... Merci beaucoup. Effectivement, c'est un enjeu qui est quand même assez inquiétant en Arabie Saoudite, dans beaucoup d'autres pays. J'avais une question concernant son fils, le fils de Nassima, Moussa, est aux Pays-Bas aujourd'hui. Et on se demandait s'il avait subi des pressions de la part du gouvernement saoudien pour qu'il cesse ses actions, son activisme pour Nassima. Est-ce que vous avez entendu la question, Hachem? I didn't get that one. I'm sorry, Perrine. Can you? I thought you were still translating. Sorry. Can you translate the question? Est-ce que la traduction fonctionne? Not yet. No. Okay, so the translation doesn't work. I'm gonna just ask you in English the question I asked in French. So, her son Moussa now is living in the Netherlands. Yes. Is he under pressure from the Saudi government for the work he does, for his activism to support his mom? So, I mean, certainly we know that all activists. Nous savons que tous les militants sentent la pression, même s'il y a quelque chose en fait. C'est sûr qu'il y a des gens qui... Pour Moussa, le fils, il sent la pression. Souvent, les familles s'inquiètent. Ils ne disent pas de bonnes choses. Donc, les parents vont être punis, vont être... oui, en fait, ils sentent toujours la pression. Ils sont peur de leur sécurité parce qu'ils ont... Après, il y a beaucoup de gens pensent que même à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, il y aura les châtiments si jamais ils se prononcent en faveur des membres de leur famille. Donc, c'est sûr qu'il y a une inquiétude pour toutes les... Il veut être certain qu'ils soient... C'est pour ça qu'il est très inquiet de ce qu'il va dire. Même le fils, il était très inquiet aussi de... Merci beaucoup, Hichem. Vous mentionniez que Nassima avait été placée en isolement pendant plusieurs mois. Depuis qu'elle n'est plus en isolement, est-ce qu'elle est quand même en contact avec les autres femmes en prison? A-t-elle des contacts? On sait qu'il y a des difficultés pour avoir accès à son avocat. Est-ce qu'elle peut parler à sa famille? Est-ce qu'elle... Was that also a question, Tanya? Yes. Can you translate it, please? In English? Okay. I was just asking if she was isolated for a few months, but since she's not, she's back in a normal facilitations, is she in contact with the other women
in jail. Can she talk to her family? She has access to a lawyer. So basically, not proper communication. With us, there is no. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication du tout avec nous. Elle peut parler avec sa famille. La raison pour laquelle on lui parle de grève de faim, parce qu'elle n'avait pas de communication avec la famille. En fait, il y avait un genre de... il n'y avait rien d'irrégulier. Même chose, Nassima, des fois, avoir des mois de contacter sa famille, de contacter son avocat. On a des mises à jour de la famille quand ils ont de l'information. Des fois, la communication, comme ça que nous savons qu'elle a eu une séance, elle a eu 3 audiences jusqu'à présent. Ça peut aller des mois sans avoir d'autres. Merci beaucoup. Bon, ça va bien, non? Est-ce que... Oui. Bon. Yes, oui, il ne comprend pas qu'il est de retour. Il a fermé sa traduction. OK. Et Hachem, because Joseph left for a while, you have to reconnect your translation by clicking. Il vient de le faire. Il vient de le faire. OK. I do understand. Je comprends maintenant pourquoi. OK. Personnellement, moi, je pourrais passer vraiment beaucoup de temps à vous poser des questions. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions de la part des participants et des participantes. Je regarde dans les questions écrites. Il y avait une question intéressante sur les liens entre les cas de Nassima et de Raif Badawi. Pas sans savoir que Raif Badawi, sa conjointe et ses 3 enfants vivent au Québec, vivent au Canada aujourd'hui. Donc, on a beaucoup travaillé sur le cas de Raif Badawi. Est-ce qu'il y a une concertation? Est-ce qu'il y a des liens que vous faites entre Nassima et Raif Badawi? Between Raif and Nassima? Oui, est-ce que vous traitez les dossiers de la même manière? I mean, very clearly, both cases are. Les deux. C'est liberté d'expression. C'est sûr que les deux, Raif a été détenu pour l'expression de son opinion sur des questions religieuses. Et parce que, encore une fois, les deux étaient en faveur de la réforme, militants de la réforme, changement. C'est pour ça que le gouvernement, même s'il y avait des... Raif a été détenu pour ces raisons-là. Il est détenu. Et Nassima, parce que, et pour les raisons très semblables, pour le gouvernement, les considère comme des menaces contre la sécurité. Donc, ils vont faire n'importe quelle raison, donner comme motif pour arrêter la personne. C'est ce qui est le plus simple. Il dit, c'est sûr que c'est très facile de dire quelqu'un qui conteste la religion, Il, lui, avait le courage. Même s'il est incroyant, Hein. Je pense que les deux sont liberté d'expression pour les deux. Et par la plupart, c'est la raison pour tous les militants en Arabie Saoudite. Oui, on a vu les deux dans la même lumière parce que nous avons tous les deux. On demande le retrait de toutes les accusations pour les deux. Mais les tactiques peuvent être différentes, c'est sûr, parce que chacun a des choses particulières pour chacun. Merci Hachem. Je voyais tantôt qu'il y avait une main levée dans le public. Est-ce qu'il y a une personne qui voulait prendre la parole? Peut-être que... Non, ça n'a pas l'air. Ça va être une dernière chance pour vous de poser vos questions. Moi, personnellement, j'ai plein de questions à vous poser, mais je sais qu'on manque de temps, puis il va falloir clôturer aussi ce webinaire. Et puis, je voudrais prendre quelques minutes pour juste parler de Germain.
Pas de question une fois? Pas de question deux fois? Can I have make one Vous closing? permettez, vous Ah oui, permettez bien que je sûr. fasse un message de Avec- conclusion? Avec grand plaisir. Thank you. Yeah, I got that one. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci à tout le monde, à tous mes collègues, mes amis Amnesty Canada, Camille, vous avez beaucoup aidé, Perrine et Joseph pour l'interpellation, et toutes les personnes qui écoutent, qui sont à l'écoute. Et j'aimerais vous dire, même vous pensez que vous êtes loin de l'Arabie Saoudite, et des fois vous pensez, oh, c'est trop loin, même si je signe une pétition, qu'est-ce que ça donne? Tout contribue, tout compte. Et on voit que la pression qui vient de partout dans le monde, ça porte, et puis ça a un impact sur le gouvernement, même sur ceux qui sont intouchables. Donc, agissez, signez. Merci beaucoup d'avoir été ici là, pour vos préoccupations. Merci beaucoup, Hachem. Attendez une petite minute parce que Juste- nous avons Marie-Ève Morisset qui vient de lever la main. Donc, Marie-Ève, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super. En fait, moi, j'ai jamais envoyé personnellement de lettres, mais je voulais juste comprendre un peu le fonctionnement. Si je veux envoyer une vraie lettre, là, papier, je crois qu'il y a une adresse, mais je voulais savoir, est-ce qu'on doit payer les frais d'envoi et qui va recevoir la lettre? Alors, oui, en effet, vous pouvez effectivement écrire en papier sur le lien qu'on vous a mis dans le chat vers le cas de Nassima, que je vous repartage à l'instant. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur notre site internet et vous allez donc avoir la possibilité d'écrire en ligne. Et si vous descendez un peu plus bas, vous allez avoir pour un envoi papier, vous pouvez envoyer votre lettre à l'adresse qui est indiquée. Et c'est le cas pour chaque personne de la campagne. Donc là, vous pouvez voir que pour Nassima, on l'envoie aux Pays-Bas, à la section d'Amnesty International To her son. aux Pays-Bas. Et c'est effectivement aux personnes, c'est à vous d'envoyer la carte directement et de payer pour cet envoi à l'international, en effet. Si vous préférez, vous pouvez aussi écrire, bien évidemment, en ligne et les messages seront transmis à la même adresse par la suite également. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Merci. Je vous en prie. Et puis, justement, je viens de vous partager le lien vers Nassima. Donc, je vous propose qu'on prenne quelques petites minutes pour ensemble écrire à Nassima en ligne. Je tenais bien évidemment encore au nom de toute l'équipe d'Amnesty, mes collègues et moi-même, de vous remercier, Hachem, beaucoup pour le temps que vous avez pris pour passer ce petit moment avec nous et nous donner plus de détails sur le cas de Nassima, la situation des droits humains et la situation des prisonnières et prisonniers en Arabie Saoudite. Donc, merci beaucoup, bonne continuation et puis assurez-vous que nous sommes là. Les équipes d'Amnesty sont là pour vous soutenir et puis la population aussi et ça va être une belle campagne pour Nassima. Merci beaucoup Hachem et on vous souhaite une bonne nuit. Bye. Merci, bye. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On va vous laisser 2 petites minutes pour écrire votre message, un message de soutien à Nassima. Et puis, on va revenir quelques minutes pour que au moins je puisse vous parler du cas de Germain. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire un petit message à Nassima? Ouais.
Super. Donc, encore une fois, le lien, n'oubliez pas, partagez-le sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram, partagez-le auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis, et puis invitez-les aussi à poser un geste. Ça fait vraiment la différence. Ça apporte beaucoup de soutien aux personnes qui les reçoivent pour continuer à lutter pour la défense de leurs droits et des droits de leur communauté et des autres personnes d'ailleurs, pas que pour leur propre intérêt personnel. Et donc, j'aurais voulu prendre quand même quelques minutes pour vous parler du cas de Germain au Burundi. Donc, Germain, c'est un défenseur des droits humains également. Donc, là, Camille vient de vous repartager le lien pour aller écrire directement à Germain sur le site internet. Donc, on vous invite à prendre aussi 2 petites minutes pour le faire d'ici la fin de ce webinaire qui se termine dans quelques minutes. Donc, c'est ça. Donc, Germain, un défenseur des droits humains au Burundi, en Afrique. Donc, Germain, notamment, a travaillé dans le milieu des organisations non gouvernementales. Et notamment, il a collaboré avec l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition contre la torture, ACAT Burundi. Et pour son travail au sein de différentes organisations dans le passé, en 2017, il a été arrêté, et en 2018, il a été accusé et déclaré coupable d'accusations forgées de toutes pièces sans aucun fondement, donc notamment de rébellion, d'atteinte à la sûreté de l'État, et donc ou encore de son militantisme. On l'accuse d'avoir terni l'image du pays. Et en fait, avec ces raisons fallacieuses, il a été condamné à 32 ans de prison. Donc, il est aujourd'hui en prison, et en fait, il a même pas pu encore aujourd'hui rencontrer son fils. Il a un fils qui a 3 ans, qu'il n'a jamais vu, puisque ça fait 3 ans qu'il a été arrêté. Donc, évidemment, Amnesty International considère Germain comme un prisonnier d'opinion, donc il doit être libéré sans condition. Mais on vous invite à soutenir Germain, puis à soutenir sa compagne, et en lui écrivant des cartes, et en ligne ou par papier, qui seront aussi, les cartes papier et les cartes seront envoyées à l'équipe du bureau régional d'Afrique de l'Est, afin qu'après ça soit transféré et transmis à la famille de Germain, et à Germain directement, si c'est possible. Donc voici pour le cas de Germain. C'est vraiment très dommage qu'on n'ait pas pu avoir l'intervention de Justine aujourd'hui, mais voilà, des fois ça arrive. Je ne sais pas si vous aviez éventuellement quelques questions ou commentaires avant qu'on clôture ce webinaire. En espérant qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'intervention ou de questions… Marie-Ève, est-ce que vous vouliez intervenir? Je vous laisse la parole. Oui, en fait, oui, bonjour. Moi, c'est une question pratico-pratique. Je suis allée sur le lien là, pour écrire à Nassima. Mais là, quand je ne savais pas trop où aller, j'ai cliqué sur courriel, et là, ça m'a amené je pense qu'il fallait que je choisisse le pays. En tout cas, je n'ai pas compris exactement là, où je devais aller pour lui écrire à elle directement. Ben, en fait, c'est ça pour ça. Ouais. Je vais vous expliquer, puis comme ça fonctionne pour tous les cas, ça va être plus pratique pour vous pour pouvoir écrire aux autres personnes. Donc, quand vous cliquez sur le lien de Nassima, vous avez accès à sa photo, puis à une petite description de son cas. Et sur la droite, vous avez la possibilité de remplir un formulaire qui est en fait le message à remplir. Donc, on a écrit des pré-messages pour des personnes qui voudraient juste envoyer un message et pas forcément passer de temps, qui n'ont pas le temps ou ne voudraient pas passer de temps à écrire un message plus personnalisé. Mais vous pouvez changer le message sans aucun problème dans le formulaire. Après, remplir les champs qui vous sont demandés, nom, prénom, courriel, et cliquez sur envoyer, puis ça va partir dans notre base de données, tout simplement. Et pour tous les cas, ça marche de la même manière. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est beau. Je vais essayer. Merci.
N'hésitez pas à nous écrire si vous avez de la difficulté. On pourra vous aider sans problème, même à un autre moment. Ça. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, on va pouvoir clôturer ce premier webinaire. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur notre site internet amnesty.ca/marathon. Vous allez pouvoir écrire en ligne, mais vous allez aussi avoir accès à la programmation de tous les webinaires qui auront lieu cette semaine, notamment demain. À la même heure, on vous invite à un second webinaire qui va vous présenter deux autres cas de la campagne de cette année. Et demain, à savoir, ce sera les cas de Gustavo Gatica au Chili et de Poppy Ebongeka en Afrique du Sud. Et pour ce webinaire demain à 13h, nous avons la chance d'accueillir notamment Loreto Urqueta, qui est le responsable de campagne de la section chilienne, et Jennifer Wells, qui est responsable de campagne sur l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, et qui va nous parler aussi de la situation du pays en Afrique du Sud et de la situation de Poppy Ebongeka. Donc, ça promet d'être très intéressant, et nous vous invitons donc à y participer si vous êtes disponible, et puis à bien évidemment partager également l'événement autour de vous si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées à y participer. D'ici là, merci beaucoup, merci à toutes et tous pour votre participation aujourd'hui, et puis on vous dit donc à demain 13h. Voilà. Bonne journée à vous. Très bien, très bien. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Pour quitter la réunion, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Quitter » en bas de votre écran. Merci à tous et à toutes.